La première fois où je suis venu sur le bassin d'Arcachon, je suis immédiatement tombé, un peu comme tout le monde, sous le charme de cet endroit qui ne ressemble à aucun autre. Une petite mer de 20 km sur 14 qui se vide et se remplit 2 fois par jour. Très vite, j'ai quitté les lieux incontournables pour découvrir ce qu'on appelle le fond du bassin plus secret. C'est justement dans cette partie moins fréquentée que j'ai rendez-vous aujourd'hui avec Alexandre. Ce guide de pêche, à l'Office du tourisme d'Arès, propose toute l'année de découvrir la pêche à pied et de comprendre la richesse et la fragilité de cette lagune. Nous en profiterons pour revenir sur quelques bons moments de l'émission, à commencer par la rencontre à Saint-Jean-de-Luz avec un photographe hors du commun, amoureux des vagues, Greg Rabejac. Je vois ça comme une opportunité. Puis je vous emmènerai le temps d'un détour sur l'île d'Aix pour une délicieuse balade à bicyclette. Salut Alexandre. Salut Eric. Alors je dois dire que le lieu de rendez-vous quand même il est idéal. Où est-ce qu'on se trouve ici? Alors là on est au bout du port ostréicole d'Arès, au pied de la fameuse Océane. Voilà, et puis on a notre terrain de jeu pour la suite devant là. Ça va? Je me suis habillé correctement pour la pêche à pied? Nickel, écoute, on va peut-être se salir un petit peu, mais au moins on est équipé, c'est bon. Bon, marée haute quand même là, on y va. Alors, dès maintenant ou faut on attendre va un peu? pouvoir commencer là dès maintenant à avancer au moins. En fait, tous les jours, tu te cales sur la marée, tu peux commencer 2h, 2h30 avant. Et 2h, 2h30 après, tu peux continuer. Ça va vite Aujourd'hui, partir, on quoi. a toute l'après-midi, quoi. Allez, andiamo. Allez, c'est parti. Au niveau du présalé, tu as pas mal de plantes comme ça qui vont, avec leurs racines, stabiliser la vase. Donc ça reste un peu visqueux, un peu gluant, mais au moins, tu vois, on s'enfonce pas. Et là, sur la route, tu vois, si tu veux, on a les salicornes, là. Ah ah. Je sais pas si tu connais les salicornes. J'en vois parfois à cette période-là chez le poissonnier, mais j'en ai jamais vu. Voilà, donc les salicornes, ça pousse comme ça, tu C'est vois. tout petit, c'est ça hein? Ouais, c'est tout petit, c'est ce qui ressemble à ces petits haricots. C'est pas des algues, hein, c'est vraiment des plantes. Si on en arrache une, tu vois, il y a une racine. C'est vraiment une plante, hein, c'est pas une algue. Ça se mange comme ça. C'est comestible cru. On peut les consommer cuites aussi. Alors j'adore, c'est vraiment légèrement iodé, mais pas trop. Hein, et surtout, c'est croquant, il y a de la texture. Tu peux les faire revenir vite fait à la poêle pour faire l'équivalent de haricots. Bon. Et tu peux même les conserver dans le vinaigre blanc pour les avoir longtemps. Ça fait comme un cornichon. Pour l'apéro, c'est terrible. Ces plantes, ce sont des warriors, des guerrières, parce qu'elles résistent quand même à des conditions hors normes. Ah, mais j'aime beaucoup le terme parce que c'est clairement ça, c'est des warriors. C'est des plantes déjà qui passent une partie de leur journée sous l'eau, alors que c'est des plantes. Donc c'est-à-dire que sous l'eau de mer, avec la marée, elles font rien, quoi. Alors que la plante, elle doit respirer respire normalement. pas. Voilà, exactement. Et puis après, à marée basse, elles font tout, mais en plus, elles doivent lutter contre l'eau de mer. Et l'eau de mer, pour les plantes et même pour les animaux, en grande quantité, c'est un poison strict. Hein. Ça fait, on se déshydrate énormément quand on boit de l'eau de mer. Donc elles ont développé au fil du temps des adaptations qui font qu'elles usent du sel pour lutter contre lui. Ici, c'est quasiment comme un désert hein, pour les plantes. Hein. C'est vraiment extrêmement, extrêmement dur de vivre ici, quoi. Donc c'est vrai, c'est des warriors, ouais. Bon, chapeau la salicorne, Ouais. bravo. On continue. On Allez. a eu les légumes, mais on peut avoir un peu plus consistant maintenant. Ah ben là, on peut aller chercher le plateau de fruits de mer. Allez, on y va. Que l'on soit pêcheur, navigateur ou vacancier, on a tous une approche différente de la mer. Mais une chose nous réunit, elle nous fascine, nous attire, nous procure des émotions fortes. Je mets maintenant le cap sur l'une de mes destinations préférées sur la côte basque, Saint-Jean-de-Luz. J'y ai rendez-vous avec un photographe qui m'intrigue et dont j'ai découvert le travail sur les réseaux sociaux, Greg Rabejac. Après avoir passé une dizaine d'années à photographier des surfeurs à travers le monde, il se consacre aujourd'hui à la vague pour la vague.
Greg, tu as un laboratoire photo bien particulier, c'est la baie Saint-Jean-de-Luz, mais c'est la nature qui décide si tu peux aller faire des photos ou pas. Voilà, c'est la nature qui tous les jours me donne un programme différent et aujourd'hui elle a choisi de nous offrir un programme qui s'apparente plus à un lac qu'à l'idée qu'on se fait de l'Atlantique, surtout en hiver. Quand les vagues sont là, que tu te mets à l'eau avec ton appareil, qu'est-ce que tu pars chercher? Alors en fait, moi tous les jours je vois ça comme une opportunité de découvrir quelque chose de différent. C'est jamais pareil en fait. Parce qu'il va y avoir la lumière qui va être différente, les vagues vont être d'une taille différente, le vent va être différent. Ce qui fait que ça va donner un rendu, une texture, une matière aux vagues qui chaque jour est différente. C'est tous les jours une découverte et une envie d'aller voir justement ce que me réserve aujourd'hui l'océan, quoi. Le terme révélation, il est souvent employé pour la photographie, mais je trouve qu'il se prête particulièrement bien à ton travail parce qu'on découvre des vagues en fait comme on n'en voit pas. Pour mon travail personnel, entre guillemets, sur ces vagues, ça peut m'arriver de me concentrer sur des vagues qui font parfois 10 cm, 20 cm, donc des vagues. Et le résultat est dingue! Et le résultat, c'est un peu l'esprit microcosmos. C'est-à-dire qu'on se rend compte que dans le micro-détail de l'océan, on peut avoir des révélations sur des formes, sur des matières qui sont aussi uniques. Tu te mets au cœur de la vague pour faire ces photos. Oui. Ça bouge, Oui, c'est physique, t'es avec l'élément. Voilà, pour le coup, je suis vraiment immergé donc, dans ces vagues. Je travaille avec un caisson étanche qui me permet d'être vraiment dans le cœur de l'action. Mais des fois, ça peut être chaud, non? Mais même, c'est dangereux quand même. Même sur cette plage de Saint-Jean-de-Luz, qui n'est pas connue pour être une des plus violentes, on va dire, par rapport aux vagues, il m'arrive en hiver, des fois, de me faire, comme on dit, des petites frayeurs, parce que la vague vient casser très violemment sur la plage, et elle a beaucoup de puissance. Donc il faut quand même toujours faire attention à ressortir entier, quoi. Il y a certaines de tes photos où, au milieu de la vague ou du tube, on aperçoit, par exemple, la baie de Saint-Jean-de-Luz, mais en premier plan, il y a l'océan. Ça, c'est une démarche volontaire de ta part. J'ai voulu mettre en avant ce front de mer là, sur lequel on arrive, avec ces maisons qui ont toutes plus de 200 ans, qui est pour moi un des plus bons fronts de mer, même que ce soit en France ou dans le monde. En fait, mon idée, c'était de créer un peu comme un tableau, sachant que j'avais jamais vu encore de peintre ou de sculpteur ou d'artiste qui avait fait ce rapprochement là entre ces maisons assez particulières, oui, c'est une vraie carte postale, comme on dit, du Pays Basque. Et donc ça, sur le papier, ça paraît simple, mais pour le saisir, ça a pris plusieurs années. Où m'emmènes-tu, là, Greg? Je t'amène en haut de la colline de Sainte-Barbe. Et derrière, en fait, donc côté océan, on va dire, c'est un des endroits où j'aime bien venir travailler. C'est des conditions différentes par rapport à l'intérieur de la baie, mais c'est un spot très particulier qui me promet à chaque fois des belles découvertes au niveau des vagues. Dans tout le travail artistique que tu fais, on sent quand même qu'il y a un attachement très fort avec ce continent tout bleu, l'océan, la mer. Ouais, non, c'est un plaisir quoi, de pouvoir s'extraire du monde, on va dire, civilisé, et puis de basculer dans cet espace qui est sauvage, qui est brut, qui est entier. Une journée sans aller à l'océan, pour toi, c'est... Ah, ça n'existe pas. Parce qu'en fait, j'habite au bout de ma rue, c'est l'océan. Et donc, tous les jours de l'année, je me lève, je prends mon vélo et je vais voir l'océan. Tu es allé pour ton travail dans des destinations incroyables, Hawaï, l'Indonésie, le nord de l'Europe. Quelle place occupe la baie de Saint-Jean-de-Luz dans tous ces paysages que tu as pu voir? Alors pour moi, la baie, c'est vraiment un endroit vraiment unique, mais même à l'échelle de la planète. On a la chance d'avoir un écosystème très particulier avec cette baie où viennent se jeter deux rivières qui amènent une quantité d'eau douce assez incroyable. Les sources de ces rivières sont très près de la baie, donc ça forme un écosystème qui est très particulier. Et l'avantage d'avoir une baie, c'est que en fonction du temps, tous les jours, on peut trouver un endroit dans la baie où on est protégé et où on profite des éléments sans les subir. Alors donc c'est pour ça que je trouve que c'est un endroit assez incroyable et magique. Il ne faut pas trop en parler. Merci beaucoup, Greg. C'était un bon moment. Merci à toi. Merci à toi. À très bientôt. On va essayer de se faire quelques coquillages. On va se rapprocher de l'estaye là qui est encore en train de se vider. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un estaye, explique. Ah oui, c'est pas faux. Alors dans le coin, les estailles, c'est quand tu es à marée basse, dans le bassin, il y a presque plus d'eau et il y a des endroits où elle coule encore.
comme sous la forme d'un petit ruisseau ou d'une petite rivière. C'est ça qu'on appelle un esteil. Donc c'est un endroit où il y a toujours de l'eau et où c'est toujours sableux. Donc pratique pour se déplacer et c'est toujours un endroit où tu vas avoir pas mal de choses à ramasser, des coquillages, des crustacés. Ah oui, on sent, c'est plus dur là. Hein. Ouais, là c'est plus dur, c'est l'eau qui passe régulièrement. Et on va chercher un coquillage dans la vase qui va marquer la vase en fait. Et là t'en as partout un petit peu. Tu dis qu'il y en a partout, mais il faut avoir l'œil. Moi, je vois que de la vase. Comment tu sais qu'il y a des coquillages? Et c'est pour ça qu'on doit s'initier à la pêche à pied. Alors en fait, là, si tu veux, tu as un coquillage qui n'est pas très ramassé, je vais te montrer un truc direct. Voilà, pour pêcher à pied, il faut une petite réglette comme ça. C'est fourni gratis par les offices de tourisme. C'est le parc naturel marin du bassin d'Arcachon qui les a fait éditer. Et dessus, tu as tous les noms d'espèces et tu as de quoi mesurer la Les taille tailles minimales. réglementaire. Dans le coin, nous, on appelle ça la maille. Et en fait, tu vois, il y a des endroits où tu as des petites cuvettes. Ouais. Alors, une petite cuvette. J'allais dire, je vais me déplacer, mais c'est pas gagné. Oh là là. C'est pas gagné. Hein. Ah ouais. Attends. Et en fait, cette cuvette, elle est formée par le coquillage à force qu'il bouge et qu'il s'alimente. Attends, là, pour le moment, ma préoccupation, Toi, tu as fait ta propre c'est de cuvette. sortir le pied, voilà, que je vois bien. Là, tu Ok. vois, là, il y en a un très Ça, gros. ça là, aussi, ici. c'en est un, Ça, là c'en est un. Là, tu vois, t'en as un ici. Et en fait, au bout d'un moment, quand tu prends du recul, tu t'aperçois qu'il y en a vraiment absolument partout autour de nous. Donc, c'est un coquillage assez facile à ramasser dans la mesure où tu as la technique. Moi, je vais former une main, ma main comme une pelle. Ok. Voilà. Et j'ai bien visé le centre du trou avec mon majeur. Et je vais glisser comme ça dans la vase. Voilà. Et enfoncer jusqu'à tomber sur le coquillage. Donc là, évidemment, si je l'ai, c'est bon. Hop, voilà. Et je ne l'attrape pas avec les mains parce que c'est très fragile. Je le laisse se coller à ma main avec la vase. Je profite de l'effet ventouse de la vase. Là, tac. Tu penses que là, il y en a? Je pense que là, il y en a. Après, Ou là, qu'est-ce qui est le mieux? après, tu peux Allez, essayer je vais essayer celui-là. celui-là. Là. Celui-là. Allez. Vraiment, tu vises le centre à la verticale. Normalement, tu devrais sentir le coquillage. C'est un bonheur hein, de rentrer la main Ah, tu là-dedans. m'étonnes. Alors, attends. Normalement, je le sens. Ah, attends, il y a un truc par là. Voilà, il y a un truc dur. Joli. Ah, Premier c'est ça? coup. Ouais, nickel. Premier coup. Alors là, je dois t'avouer que j'ai un peu de mal quand même à me rendre compte la tête qu'a ce coquillage. Parce Tiens, qu'il vas-y. est... Je vais te laisser dans ta vase, je vais te le rincer. Ouh, mais dis donc, j'ai vu ta technique. Tu tournes pour enlever le talon. Ouais, tu tournes exactement. le talon, c'est ça? Quand tu marches dans la vase, il faut marcher en canard. Donc, tu poses ton pied en V. Ah, Et quand tu t'enfonces dans la vase, tu le rabats droit devant toi. Et en fait, de cette manière-là, tu vois, bon là Ça, même- j'exagère grave. hein. Même comme ça. Taille réglementaire de ça, c'est 2,5 Ah, c'est moi cm. qui ai la petite. Ah, bah, t'en J'en as ai plusieurs. toujours deux. Donc tu vois, on est sur les Télines Donas, hein, voilà, Donas Ici, SP, ouais. parce qu'il y a plein d'espèces, on ne peut pas les distinguer, mais c'est pas grave, hein, c'est cette famille-là donc de coquillages qu'on nomme nous les fosses palourdes. Donc ce que je fais pour faciliter la mesure, parce que quand tu n'utilises pas les trous, c'est pas forcément évident, c'est que je veille bien à poser donc mon doigt sur la maille, là, comme ça, et hop, après, je viens poser le coquillage sur le doigt. Et donc, du moment que ça dépasse de la réglette, ben, on est bon. Ça dépasse, c'est bon. Voilà. Alors, je connais la palourde, mais pas la fausse palourde. Ça se mange également? Ça se mange également, ouais. Donc, c'est le principe premier hein, des pêches à pied. On va quand même avoir une volonté de consommer. Donc, ça se mange essentiellement cuit, normalement. Hein. Ça prend une délicieuse saveur poivrée quand tu les cuisines. Ah ouais? Les Ah, donc c'est un goût différent de la palourde alors? Ça a un goût différent de la palourde et ça va avoir un goût différent cru et que cuit. Quand tu vas cuisiner des coquillages, en fait, normalement, tu vas pratiquer une étape qui s'appelle le dégorgeage. Ouais. Donc, c'est-à-dire que tu vas les mettre dans de l'eau salée, Pour enlever les- fraîche, propre, pour enlever les petites particules de vase, etc. Donc là, tu vois, ça ressemble à ça. Voilà, on se débarrasse de la première coquille. Et là, tu as ta petite bouchée. Voilà, hein, pour déguster ta fausse palourde. Super. Tiens. Hop. Voilà. Bon, Et c'est franchement, rustique. Hein. le resto, il est pas mal. Hein. Bon, C'est rustique, il mais... n'y a pas de rince-doigt, mais... Non, voilà, mais tout est sain, tout est naturel. Oh. Alors moi, je dirais que les petits grains de sable que je sens rajoutent hein, un petit côté vérité, quoi. Ouais, On y est. Non, alors, c'est bon, hein. on- C'est subtil. Ouais, c'est subtil, exactement. Ouais. C'est un très très bon coquillage qui est vachement Ah ouais, c'est délaissé. vachement bon. Moi, c'est un de mes préférés, perso. Vraiment. Eh ben, je te rejoins. Je suis toujours fasciné par la diversité des paysages de notre région. Nul besoin de faire des milliers de kilomètres pour vivre une aventure dépaysante, hors du temps. Je vous propose maintenant d'embarquer avec moi sur la navette qui relie tous les jours le continent à l'île d'Aix, en Charente-Maritime. Cette destination est le paradis des amateurs de vélo car, sur l'île, les voitures sont interdites. Bonjour capitaine. Bonjour.
Bon, pour faire du vélo, c'est pas génial ce temps, mais pour un marin, c'est pas grave. Non, nous, c'est pas très grave. Par contre, c'est vrai, nous. Enfin, vous êtes bien équipés. Oui, c'est ça. Vous avez plutôt intérêt, là. Combien de temps, la traversée continent île d'Aix? Dans 20 minutes. Si on réfléchit bien, l'île d'Aix, c'est presque la dernière vraie île sur l'archipel des Pertus charentais, parce que les autres, il y a des ponts. Alors, oui, il y a des ponts, il y a quand même l'île Madame. C'est vrai. Mais à Basse-Mer, c'est plus une île, puisqu'on peut y aller à pied. Donc, c'est vrai, c'est l'île d'Aix, la dernière île. Là, on va bientôt arriver. Je vais me déplacer pour la manœuvre. Bon, bah moi, je vais aller récupérer mon vélo. Merci. Ah ben, je vous en prie, bonne journée, bonne balade. 3 km de long, 700 mètres au plus large, l'île d'Aix est la plus petite de l'archipel charentais. Mais du point de vue historique et militaire, c'est sans doute la plus importante. Le fort de la Rade, construit à la demande de Vauban pour Louis XIV, remanié au XIXe siècle sous Napoléon, fut à l'origine de la petite ville. Alain Burnet est un enfant du pays très attaché à l'île d'Aix. Il en a même été le maire durant 12 ans. Vu du ciel, il y a un plan en éventail qui est vraiment, comment dire, la marque de fabrique quoi, des ingénieurs militaires de l'époque. Hein. Complètement. Dès qu'on prend de la hauteur, là, on arrive à bien lire l'organisation du village. On ignore si Vauban avait pensé au déplacement des vélos à l'époque. Non, mais Vauban, il a surtout fait le tracé du village. Donc il avait prévu des rues très larges pour que les troupes puissent défiler. Donc maintenant, les vélos arrivent très nettement à se faufiler dans ces grandes rues, il n'y a pas de souci. Alain, quand on dit que l'île d'Aix, c'est l'île des vélos, est-ce que c'est vraiment le cas? Oui, mais regarde, il y en a un peu partout, hein, parce que tout le monde ne le rend pas chez soi. Hein. On laisse un peu le vélo devant la maison, mais oui, chacun a toujours son vélo, le vélo des enfants, les petits-enfants. Dans chaque maison, il y a au moins 5 à 10 vélos. Puis tu sais, on a beaucoup de résidences secondaires, donc et à chaque fois qu'il y a du monde qui vient, les amis, les cousins, les vélos sortent du grenier, ils ne sont pas toujours en très bon état, mais bon, c'est l'activité de début d'été. Finalement, c'est une île, j'allais dire, écolo et développement durable avant l'heure. Ben oui, puis c'est un moyen qui est convivial, quoi. Bonjour. Bonjour. Voilà, tu croises les gens, tu te dis bonjour en voiture, tu sors pas la tête de la portière pour dire bonjour aux gens que tu croises. T'as une idée de combien de kilomètres tu fais par an sur l'île? Oh, j'en sais rien. C'est beaucoup parce qu'elle n'est pas hyper grande, mais on en t'es fait tout le temps en beaucoup vélo. parce que, bah oui, on est tout le temps en vélo parce que même sur les îles, des fois, on peut être pressé. C'est dingue. Je vois un bâtiment avec l'aigle impérial à son sommet. Qu'est-ce que c'est? Ben ça, c'est la dernière demeure de Napoléon en France. C'est là où il a passé ses 4 dernières nuits avant de se rendre aux Anglais en espérant aller aux Amériques. Et il s'est retrouvé à Sainte-Hélène, en fait. Bonjour. Bonjour. Je crois que j'ai un petit problème. Je suis à plat. Un petit coup de pompe dans le derrière? Vous pouvez m'aider? Avec plaisir, ouais. Ah oui, là, je suis bien à plat, ouais. Ah oui, il a l'air, ouais. J'espère qu'il est pas crevé. Ah bah j'espère aussi. Ça arrive souvent? Oui, bah oui, forcément, hein, sur cette île. Il y avait besoin. Oh oui, il était grand temps, ouais. Bah je suis Eric. Enchanté, Olivier? Bah super. Donc, loueur de vélo, si je comprends C'est bien. ça, loueur, réparateur. Ouais, et t'en as beaucoup? Tu veux venir voir? Bah je veux bien. Allez, viens voir. Waouh, mais t'en as combien? Il y en a quelques-uns, hein. 550. Il y a des petits, des grands, tu vois, des 16 pouces, des 20 pouces, des 24, des vélos dames, des vélos hommes, des tandems. Alors ça, c'est ton atelier? Ouais, 2 ateliers, toi, 2 postes. Faut ce qu'il faut, hein. Je m'attendais pas à ce qu'on ait besoin d'autant d'outils, en fait, pour réparer des vélos. On est des mécanos, hein. Eh ouais. Mécanique vélo, c'est un métier. C'est un vrai savoir-faire. Ouais. Comment t'es devenu, d'ailleurs, toi, spécialiste comme ça du vélo réparateur? Eh bien, c'est venu comme ça. J'ai commencé la location, puis il a fallu faire la réparation. Et puis on a appris sur le tas, quoi. Et du coup, les gens qui viennent te voir, j'imagine, parce qu'ils sont en vélo, c'est une petite ambiance spéciale, non? Ils sont dans un Ouais, autre c'est état particulier, les Dilex. C'est vraiment particulier. Tu vas voir, tu vas faire le tour, tu vas bien voir. Il n'y a que des vélos. Tu différent. sens que ça change l'ambiance, toi? Ça change l'ambiance, bien sûr. Ouais. Fait de pas avoir de pollution, pas de bruit. Hein. Tu vas faire le tour, là, donc? Bah oui, parce que si je comprends bien, il n'y a pas que la ville qui Il est n'y a pas que la intéressante. ville. Là, tu as la partie fortifiée. Après, tu tournes à droite ici, tu es sur la route principale et tu fais le tour de l'île en 1 heure.
Oh là, le vélo, il est tout neuf. Il sort du magasin, c'est ça? Quasiment. Il est sorti du magasin à peu près quand j'avais 5 ans, quoi. Il est rigolo, hein? C'est du fait maison ou pas, presque? Oui, il a été pas mal bricolé ensuite. Il a une très belle sonnette. C'est pas vrai? Ah, c'est mieux que la mienne. Ah ouais, non, oui. non, Il y a pas je photo, reconnais, là, ouais, bravo. Tu es pour la journée en vacances ici? Non, j'y habite. Ça fait un petit peu moins de 25 ans. Ah ouais, c'est partie des privilégiés alors. Oui. Parce que c'est un privilège, tu le ressens comme ça? Je n'ai pas de honte à le dire. Oui, 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 c'est un privilège. Ah, j'ai vu, là, on a pris une petite côte, mais il n'y en a pas beaucoup. Si un jour le Tour de France passe ici, ça ne sera pas une étape de montagne. Non, pas une étape de montagne, mais quand même, c'est pas totalement plat. Nous avons un sommet du reste, il y a un fort qui a été construit à ce niveau-là. On l'appelle le fort Liedo. Et alors, il est à quelle altitude? Alors, lui, il est à 12 mètres, ce qui est complètement affolant. Ah bah oui, non mais c'est carrément la grande montagne, c'est l'Everest de l'île d'Aix, quoi. On est rarement obligé de mettre des chaînes. Je regarde là, derrière toi les paysages, ces couleurs que les perfus charentais peuvent prendre, c'est fabuleux. En fait, c'est un petit confetti d'île, mais tu as l'impression qu'il y a une infinité de possibilités. Il y a des côtes rocheuses, il y a des côtes sableuses et avec de la vase naturelle. Il y a des zones de prairies, il y a des zones boisées. Là, on arrive dans une zone boisée. Il y a vraiment de tout sur un tout petit paysage. Ah, des fois, j'aperçois le bleu de la mer on se croirait presque en Méditerranée. Eh bien, on va arriver sur une crique qui nous rappelle étrangement la Méditerranée ou même la Corse. On est bien là, hein, quand même. Hein. On est pas mal là. C'est quand même un écosystème un peu incroyable, le bassin d'Arcachon, parce que c'est des quantités phénoménales d'eau qui rentrent et qui sortent tous les jours. Ah oui, c'est des quantités énormes. Hein. C'est à peu près au moins la moitié, voire les 2/3 de l'eau du bassin d'Arcachon qui s'évacue au gré des marées. Et qui revient après. Et qui revient, exactement. Ouais. Donc c'est ce qui crée la richesse aussi de la zone. Donc là, on est dans une bonne zone. Là, tu vois, sur l'Esteille, il est bien creusé. Et on va commencer à trouver des trous de crabes. Donc c'est là que se cachent en général les plus gros. Tiens, là, il y en a un bien, là. Celui-là, il a l'air sympa, là. Hop. Alors, les crabes, il n'y a pas 36 solutions. Hein, quand ils sont dans les trous, on va vraiment aller y mettre la main. Hein, hop. Mais ça va pas te pincer? Alors, il faut vraiment passer par au-dessus. C'est vraiment, tu vas... Ah ben, il y en a deux. Non. Si, hop, voilà. Tu passes par au-dessus, tu les plaques et hop. Tac et tac. Waouh. Voilà. Et là, tu les saisis comme ça. Et donc ça, dans une soupe, c'est génial. Ah, ça, en soupe, c'est vraiment super. Voilà, un crabe vert. Pas de taille réglementaire, pas de quota. Donc encore une fois, là, tu vois, on parlait d'intelligence, de durabilité. Il faut prendre que les plus jolis. Voilà. Surtout les mâles. Voilà. Et t'en prends... T'en as besoin de 5 par personne, 5-6 par personne pour faire une soupe. Voilà. Alexandre, tu es né sur le bassin à Biganos. T'avais quel âge les premières fois où tu es venu faire de la pêche à pied? Alors moi, j'ai commencé la pêche à pied dans le bassin avec mon grand-père. Je devais avoir 3 ans et demi, 4 ans. On partait en bateau sur l'île aux oiseaux et sur le banc d'Arguin et on ramassait les coques, les palourdes. Et tout de suite, ça a allumé quelque chose chez toi qui a destiné en fait ton métier? Ouais, je pense que immédiatement, déjà, les poissons, toute la vie aquatique, ça a été un régal pour moi. J'ai adoré le découvrir, l'observer, pas seulement pêcher. Et puis effectivement, derrière, j'ai pas vu autre chose à faire de ma vie, quoi. Moi, c'est la nature et... Faut dire que quand même, tu as un cadre de travail qui est juste incroyable. Là. Les prés d'Arès, qui est une réserve naturelle juste derrière. Quand on voit ça du ciel, c'est le bout du monde, mais c'est à portée de main, quoi. Ouais, ça c'est mon bureau. Voilà. On est quand même pas mal chanceux, effectivement. Bon, il y a du travail à côté, évidemment, mais non, ouais, on a vraiment un cadre de vie exceptionnel. Et
le partager aussi, c'est essayer de le protéger. Moi, j'en parle pas seulement pour en parler aux gens qui le veulent bien, c'est parce que j'ai bon espoir qu'ils en reparlent derrière eux aussi et que petit à petit les choses changent et s'améliorent. Eh ben, merci beaucoup pour cette belle balade et cette belle pêche à pied. Voilà, c'était une vraie bouffée d'oxygène et puis un bel hommage à ce bassin d'Arcachon que tu aimes tant. Ben, merci à toi, tu veux serrer la pince? Allez, allez, au revoir le crabe. On le remet à l'eau. Hein. On les remet à l'eau.